En tout cas, je voudrais d'abord commencer en disant merci au docteur Kim, ici présent, de m'offrir cette opportunité de m'adresser à un parterre de concitoyens, de gens qui, comme moi, je dirais, aspirent à une formation meilleure ou à réaliser de grandes choses, non seulement pour eux, mais pour la communauté dans laquelle ils ou elles sont. Comme je le lui ai dit, je vais peut-être pas plus tard. Mais ok, d'accord, on va mettre ça. Je sais pas. Alors, dès qu'il m'a contacté, en tout cas, je lui ai dit immédiatement, je lui ai dit, mais c'est vraiment bizarre que tu m'en parles, parce que j'avais ce profond désir, moi, de m'adresser à des gens, de partager quelque chose. Un de ces quatre avec des gens, donc bon, j'avais rien préparé encore. C'était juste une idée que j'avais en tête comme ça. Et il se trouve que tu me proposes de venir m'adresser à cet auditoire. Vraiment, ça tombe à point nommé. Comme je le dis, je n'avais rien de préparé en tant que tel, donc je vous prie de m'excuser si je balbutie un peu trop. C'est un peu une préparation avant le cours en tant que tel, et puis donc c'est moi qui vais vous remercier de m'offrir cette plateforme. Bon, je me suis demandé hier soir par quoi est-ce que je devrais commencer, et j'ai rapidement fait quelques notes ici et là pour m'imposer à moi-même un genre de fil conducteur à ce que devrait être ma présentation. Le thème, je pense, on m'a demandé de parler des opportunités de la zone franche de Grand Bassam. Mais je pense que je vais terminer par ça. Je vais commencer pour que ça soit une histoire qui se raconte par un début et que se termine par une fin, un peu comme à l'image de mon parcours. Moi-même, je vais plutôt commencer par un début, remonter dans le temps de l'étudiant à l'employé, ensuite à l'entrepreneur et ensuite maintenant au directeur général du BITIS. Non pas pour dire mon histoire à moi, mais beaucoup plus pour partager les éléments de cette histoire qui, je pense, que serait peut-être intéressant, à savoir pour les futurs entrepreneurs que vous êtes, parce que je suppose que dans la salle, nous sommes tous des entrepreneurs dans l'âme. Alors, ici, il y a une chose, pour commencer donc par le début, s'il y a une chose dont je pense à laquelle il faut particulièrement s'accrocher, c'est que c'est comme quand on le dit à les enfants, quand on veut les éduquer, on leur dit qu'il faut avoir une bonne estime de soi. Il faut que tu te trouves, il faut que tu te considères toi-même comme étant le meilleur. Et il a fallu que vraiment, en arrivant, je me rende compte que je sois convaincu que le petit Ivoirien que j'étais était prêt à affronter le monde. Et je pense que c'est cette dose d'optimisme-là et de confiance en soi-là qui est absolument nécessaire. C'est un peu l'impulsion qu'il nous faut dès le départ. Parce qu'on ne peut pas s'engager dans un certain nombre d'entreprises en étant timide envers soi-même. Il faut être convaincu qu'on est. Moi, j'ai eu le plaisir de faire, enfin la chance, je devrais dire, de fréquenter la fac ici, de sciences et technologies, et de finir ma maîtrise en 90. Je l'ai fini pile avant le début des cours. Okay? 90-91, c'était l'année vraiment du début des cours. C'est la première année où on nous a sortis de la cité. Moi, j'étais à la cité rouge. Et la première quasi-année blanche, l'année qui ne s'est pas bien déroulée, il y avait eu l'affaire Félicité, c'était un peu ça. Ce qui fait que justement j'ai perdu un an, parce qu'on nous a sorti des cités en 90 et tout ça. Mais cependant, je me suis très rendu compte, après m'être frotté à nos amis occidentaux, que l'Ivoirien, l'Africain en général, n'a rien à envier en termes de formation de base en tout cas. À l'ingénieur canadien ou l'ingénieur américain qui travaille à la NASA ou qui soit de Silicon Valley. Je dis, j'ai vraiment eu droit à une formation de base assez solide. Et je pense qu'il faut s'accrocher à cette formation de base que nous avons. Notre problème, peut-être dans nos potentialités de développement, apparaît beaucoup plus tard, lorsque on nous insère dans une machine. C'est la machine qui, je pense, la plupart du temps est inefficace. Ce n'est pas l'élément lui-même qui constitue la machine qui est là. Si je dois, en tout cas, préciser les responsabilités dans le manque de célérité et de productivité qu'on a dans nos entreprises, dans nos organisations, on
n'a plus besoin de nous imposer à nous des process qui sont rigoureux, qui sont stricts, et l'homme lui-même il va suivre. Ça, en tout cas, c'est ma théorie à moi. Je me suis retrouvé à Trois-Rivières, une petite ville dans Montréal, et puis Laval, pour faire un master là-bas. Pour m'accepter dans le programme de maîtrise là-bas, on m'a dit, ben, toi tu viens d'un petit pays d'Afrique, qu'est-ce qui dit que tu es vraiment outillé pour venir, assez qualifié pour venir t'inscrire dans notre programme de master? Alors que bon, je me suis déjà tapé une maîtrise ici, c'est 4 ans d'université, mais là-bas, vu les différences entre le système éducatif francophone et américain, la jonction entre la maîtrise d'ici et le programme de PhD en Amérique du Nord, c'est pas évident. Alors, il y en a beaucoup parmi nous qui sont obligés de refaire un master pendant 2-3 ans, et puis c'était mon cas. Mais dans mon cas, même avant de m'admettre dans le programme de master, on me dit, ben voilà, pendant une session, tu vas faire 4 cours. Et les 4 cours, tu dois avoir une moyenne de B. Si tu n'as pas eu cette moyenne, c'est que tu n'es pas admis. Désolé, tu reprends tes bagages, tu retournes en Côte d'Ivoire. Mais il se trouve que les 4 cours, je les avais tous faits à Abidjan ici. C'était vraiment une balade, mais comme c'est pas possible. Et ça a été le premier grand choc. Parce qu'on a cette vision de l'université européenne, occidentale, comme étant vraiment la crème de la crème, et on tremble quand on se dit qu'on va y entrer, pour se rendre compte que non, on a affaire à des TP qu'on a tous fait ici, des labos qu'on a tous fait ici, des cours théoriques qu'on a tous fait ici. Je vais vous dire, la seule différence, c'était le matériel. Parce que mon cours d'électrotechnique ici, quand mon prof ici me disait bon, votre groupe, allez vous chercher un condensateur en arrière de la salle, le condensateur il était gros comme ça, il roulait sur 4 roues, et là-bas c'était un petit tableau, là, clic, 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 c'était, mais ça se branchait, il n'y a rien qui pétait pendant le labo, mais là-bas, le circuit de base il est exactement le même. Le matériel faisait la différence, mais honnêtement, la connaissance de base était exactement la même. Alors, ça c'était le premier grand choc. Je me rends compte que nous avons déjà, à cette époque, nous avons déjà ici, nous en savons assez dans notre domaine, on a accès aux mêmes livres, et aujourd'hui c'est encore plus grave. Aujourd'hui, toute la connaissance est versée sur les réseaux Internet. Vous ne connaissez rien, absolument rien d'un domaine. Si vous êtes studieux, vous pouvez vous asseoir devant votre ordinateur et vous former dans un domaine sans même savoir quoi que ce soit. Vous ne connaissez rien aux plantes, vous vous intéressez aux plantes médicinales. D'ici 3 mois de dur labeur dans votre chambre, chaque soir, vous pouvez devenir expert en pharmacopée traditionnelle. Si c'est ça votre labeur. Donc c'est encore plus simple aujourd'hui de rattraper tout retard qu'on aurait avec qui que ce soit. Parce que le monde, les gens sont tellement communiqués qu'ils dégagent tout ce qu'ils savent sur le net. Alors il faut tirer évidemment avantage de tout cela. J'ai vu qu'il y a des présentateurs qui justement allaient parler de l'importance de la langue anglaise. C'est vrai qu'on vient d'un pays francophone et qu'on doit dealer avec des anglophones, mais il faut passer par cette langue. Ça c'est sûr, il faut passer par cette langue. Moi, je me suis retrouvé dans un environnement beaucoup plus francophone. Au Canada, Trois-Rivières, Montréal, c'est beaucoup plus francophone. Jusqu'au jour où j'ai mon directeur de maîtrise qui m'envoie, disons, en mission. On va visiter une conférence à 2h30 de là, d'une petite ville qui s'appelle Kingston, qui est à mi-chemin de Montréal et puis Toronto. Sauf que Kingston, c'est en plein en Ontario et c'est 100% anglais. Alors pour la première fois, après 1 an de présence au Canada, je vais être confronté à la question de la langue en tant que telle. Ben, moi j'étais pas mal en anglais ici en part. J'étais bon, enfin je pense que j'étais bon. On me disait que j'étais bon, mais je vous dis que le jour où je me suis retrouvé à l'heure de lunch à midi, à table, entouré de vrais anglais qui ne parlent pas un mot de français et qui choquent dans leur anglais, là, comme on dit, qui est en train de manger des hamburgers et tout ça, mais j'avais un regard idiot sur mon visage parce que j'avais aucune idée de ce qu'il racontait. Mais absolument aucune. Je veux dire, je regardais, j'ai beau tendre l'oreille, mais ça passe pas. Ça passe pas parce que non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc je souriais bêtement, bon, pour ne pas avoir l'air un peu trop con. Mais bon,
Et c'est passé, bon, heureusement, je pense qu'il est écrit. Quand c'est écrit, ça peut aller. Mais quand c'est parlé, ça pose problème. Alors, finalement, donc, je me suis rendu compte de l'importance de cette langue. Bon, dans le métier dans lequel moi j'étais, dans le domaine dans lequel j'étudiais, c'est les technologies, l'anglais de rigueur. L'anglais de rigueur. Quand vous voulez publier, faire une publication scientifique, c'est en anglais qu'il faut la rédiger. Et dans un environnement comme le Canada, on n'envoie pas à un traducteur pour le faire. Bon, il faut vraiment trouver les mots soi-même pour le faire. Okay, donc graduellement c'est arrivé, et puis bon, quand 7 ans plus tard, en 99, j'ai eu ma première opportunité pour avoir un emploi, il se trouve que c'était un emploi dans une province anglophone. Et là, il fallait vraiment faire le saut. Alors, là, je vais revenir là-dessus, hein, sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais je veux dire, l'anglais, vraiment, c'est primordial. C'est bon, nos colonisateurs respectifs, hein, les Anglais et puis les Français sont venus, nous ont imposé une langue. Maintenant, il nous faut trouver le moyen d'utiliser cette langue-là pour aller les reconquérir encore. Parce que moi, je suis convaincu que nous, les Africains, on doit tôt ou tard faire la même chose que les Chinois font aujourd'hui. Aujourd'hui, les Chinois s'imposent dans les marchés internationaux. Il faut que nous, notre tour arrive là-dessus. Je me suis retrouvé donc à accepter un emploi dans une province anglophone. C'était les années 99 et tout ça. Je ne sais pas si vous avez si vous vous rappelez de cela, mais c'était vraiment l'époque de la bulle informatique. Ça veut dire que tout projet informatique obtenait les financements, mais rapidement. Les entreprises du domaine technologique naissaient partout. Vous avez une idée, c'était pas difficile de trouver des financements. Il y avait des millions de dollars, tout le monde investissait, c'était 1 ou 2 ans avant le bord de l'an 2000. Okay? Dans ce temps-là, vraiment, c'était les grands rêves. N'importe quel ingénieur, avec une petite idée, démarrait une entreprise, il n'avait pas de problème à trouver du financement. Donc, plus tard, la réalité était plus cruelle que cela, parce que sur 10 entreprises, il y en a 9 qui ont disparu. Il y en a 9 qui disparaissent, ça c'est le chiffre qu'on retient, mais je pense que l'hécatombe est même encore plus grande que cela. En tout cas, à cette époque, c'est pour l'appeler la bulle, parce qu'elle est anormalement gonflée. C'est plus du marketing qui pousse les investisseurs à mettre la main dans la poche encore et encore. Alors, à cette époque-là, trouver du boulot, c'était pas si difficile que ça. Je vais vous dire que moi, dans ma dernière année de mon doctorat, c'était le début aussi de la recherche de boulot en ligne. C'est-à-dire, on mettait nos CV sur des sites internet. Monster, voilà, Monster, ok, bon, exactement. Donc, sur Monster, j'avais mon CV, je me suis dit, peut-être là-bas encore. Je ne sais pas. Ok, alors vous mettiez votre CV sur Monster, vous êtes dans le domaine technologique garanti. Chaque semaine, je recevais au moins 2, 3 appels de Californie, de peu partout, parce qu'on cherche. Il y avait tellement d'entreprises qu'on en cherchait, on n'en trouvait pas. Alors, beaucoup de gens se sont fait des carrières comme on les appelle les chasseurs de tête, headhunters. Okay? Les chasseurs de tête, leur boulot, c'est justement d'aller sur Monster, là, trouver des gens, ils les trouvent et puis les proposent à l'entreprise qui les cherche et puis ils ont leur commission au passage. Alors, ma liste de emails que je recevais de chasseurs de tête, mais elle était énorme, était vraiment énorme. Et donc, c'est sans surprise que j'ai eu ce premier emploi dans une entreprise qui s'appelle General Corporation. Pour vous donner une idée de la folie furieuse que les entrepreneurs avaient à l'époque, j'ai un ami avec qui j'ai fait la fac, Syria Poideux. Lui, il était assis à Montréal, il y a une entreprise de Hawaï qui lui envoie un email qui dit on te donne un billet d'avion pour aller faire l'entrevue. C'est pas pour t'embaucher, hein. Pour aller faire l'entrevue à Hawaï, on te paye 4 jours d'hôtel. Tu viens une demi-journée, tu fais l'entrevue, le reste du temps, va à la plage, fais du surf, comme tu veux, mais c'est pour l'entrevue seulement. Mais il ne peut pas refuser à cela. Il est parti, dès qu'il est revenu, il a fait ses bagages, ils ont mis ses effets, sa voiture, ils ont chippé tout ça. Ah oui, pour travailler pour cette entreprise, pour vous dire à quel point vraiment le financement était disponible. Donc, moral de cette histoire,
quand tu as la bonne formation au bon moment, dans le bon domaine, et que ta présence est connue des bonnes personnes, on dit, mais lui là, il file, il avance, mais non, c'est qu'il a bien aligné les choses pour que le parcours soit linéaire, quoi. Cet ami-là, il a travaillé, c'est un très bon graphic designer. Il conçoit les jeux vidéo. Les jeux vidéo, il y a un jeu vidéo, les jeux vidéo que nos enfants jouent là, il y a un jeu vidéo très célèbre qui s'appelle Final Fantasy. C'est un des premiers avec des images très réalistes, vraiment les plus réalistes, des jeux vidéo comme Grand Theft. En tout cas, avec les images très réalistes, il fait des animations et tout ça. Et si vous regardez à la fin, le nom des contributeurs de ça, il y a son nom, c'est Quadro maintenant. Vous dire que vraiment, il a bien tiré son épingle du jeu. Après ça, il a fait 7 ans à Hawaï, il en a eu marre d'être à côté des belles plages là-bas. Il est revenu en Californie, il a travaillé chez PlayStation, a développé des jeux chez PlayStation, et ensuite chez Sony et tout ça. Alors, moi, mon cas n'a pas été aussi glamour, en tout cas, mais n'empêche que moi j'étais à Montréal, mais l'entreprise était à Toronto, ils m'ont fait un billet d'avion aussi pour l'entrevue. Donc tu descends, tu es jeune étudiant, tu arrives, et puis là, tu descends l'avion, il y a une limousine qui t'attend, on t'amène à l'hôtel, on dit de mettre l'entrevue. Tout ça, c'est pour vous dire que vraiment, l'atmosphère en 1999, c'était une atmosphère d'abondance. Mais une atmosphère d'abondance avant un gros déclin. Parce que ça n'a pas duré ça, C'était peut-être parmi les derniers à bénéficier de ce genre de largesse là. La preuve, l'entreprise qui m'a employé aujourd'hui, elle n'existe plus pour diverses raisons. Bref, l'anglais c'est important. C'est le premier temps que je suis allé faire ma première entrevue d'emploi, donc en 1999, je savais que j'allais devoir parler pendant des heures en anglais. Et c'est là que je me suis rendu compte comment l'entrevue se fait. Tu arrives, tu parles à une personne pendant 1 heure, il te cuisine le plus possible, ensuite il te passe à son collègue qui te cuisine pendant 1 autre heure, qui te passe à un autre collègue qui te cuisine pendant 1 autre heure, et ça finit par un autre qui t'envoie manger à midi. Mais lui aussi, c'est l'entrevue qui continue. Donc, c'est 4 heures, c'est 4 interviews comme ça, et moi j'ai refait exactement ce même genre que c'est ce que je fais au VTIP maintenant. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive pour l'entrevue, je dis bon, tu vas être interviewé par le DAF. Ensuite le directeur technique, ensuite le directeur d'exploitation, et puis ensuite moi. On va aller manger le même, mais c'est nous les 4, chacun fait son entrevue séparée. Et à la fin de la journée, nous les 4, on se rejoint, et puis chacun note, on dit bon, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as trouvé de tel ou tel candidat, et ainsi de suite. Et à la fin, on note, et puis on sort le moyenne du candidat, et c'est comme ça qu'on le fait. Parce que c'est comme ça un peu qu'on a fait, que j'ai trouvé la formule assez intéressante. Dans mon cas particulier, ça voulait dire que j'allais devoir parler anglais pendant 4 heures. Et ça donne des migraines. En tout cas à l'époque. Donc, encore une fois, c'est tout le même thème de l'anglais comme une nécessité. Comme une nécessité. Alors, je disais en introduction que l'ingénieur africain n'a rien, ou l'africain n'a rien à envier à l'occidental. Je veux dire, prenez un exemple tout simple. Quand vous avez fini votre diplôme d'ingénieur ici en Côte d'Ivoire, combien d'années d'études vous avez? Si vous prenez les 6 ans de primaire, les 7 ans de secondaire, premier cycle, second cycle, ensuite c'est quoi? C'est un autre 5 ans? Pour avoir un diplôme d'ingénieur? 5 ans. C'est 5 ans. En Ontario, vous faites 6 ans de primaire, vous faites 5 ans de secondaire, 5 ans de secondaire. Après 5 ans, vous pouvez entrer à l'université. Et vous faites un bachelor. Bachelor, c'est 4 ans. Vous avez en moyenne 1 à 2 ans de moins d'études. Ça, c'est 1. De 2, pour avoir côtoyé le système éducatif, en tout cas canadien en tout cas, je peux vous dire une chose, c'est un système qui ne... Le principe, c'est comme dans l'armée, on dit no one left behind. Le principe, c'est qu'on ne doit pas te faire doubler. Tu vas avancer dans tous les cas. On ne double pas, on avance seulement, on te pousse. Et pour cela, s'il faut te donner des notes de complaisance, on va t'en donner. On va te rajouter ceci. Bon, il y a des raisons sociales à cela. Il y a des raisons sociales à cela. Bon, le plus important, c'est que l'ingénieur, celui qui est au bachelor,
ici, dans notre système, on favorise l'excellence, on nous pousse à l'excellence, soit le meilleur de la classe, vraiment celui qui est fort en maths, il est vu comme le dieu du monde. Okay? En Amérique du Nord, je pense, à part certaines universités vraiment qui se voient comme l'élite de l'élite, si vous êtes à MIT et si vous êtes à part celle-là, en général, je pense que on cherche plus à donner à l'étudiant une formation générale assez bonne, assez potable, ok? Et putain, parce qu'on sait que dans tous les cas, la boîte qui va l'employer va devoir le transformer d'un étudiant en un professionnel qui travaille sur un projet précis. Je regarde des fois, je regarde les triples intégrales que nous on pouvait résoudre quand j'étais ici. Aujourd'hui, si on me met ça sur ma table, je ne saurais même pas par où commencer. Mais je me suis cassé la tête là-dessus à calculer des dérivés de quoi des asymptotes de la droite et ainsi de suite. Pour moi, cet exercice-là a servi à forger en moi plus une personnalité. Parce que la connaissance en tant que telle reste théorique, elle s'applique sûrement. Okay? Il y a un jour, je me suis retrouvé à calculer une dérivée d'une fonction trigonométrique, tangente, arc-tangente de quelque chose. Ça m'est arrivé une fois dans ma carrière d'ingénieur. Mais le jour où je l'ai fait, j'ai dit waouh! Aujourd'hui, j'ai vu le lien entre ces maths qu'on nous a donné ici, là, et vraiment un problème concret que j'avais. Okay? Aujourd'hui, j'ai vu pourquoi est-ce qu'on nous a poussé aussi loin que cela. Okay? Mais, je veux dire, pour comparer encore le système éducatif ici et puis au Canada, vraiment, au Canada en tout cas, l'ingénieur sort avec une formation générale assez bonne. Il est prêt à entrer dans la boîte. Mais la boîte dans laquelle il entre, la boîte est forte. Même si lui, il est moyen, la boîte est plus forte que l'individu. C'est comme Obama disait, on a besoin d'institutions fortes. Mais pas de leaders forts, on a besoin d'institutions fortes. Parce que si l'institution est forte, elle réussit beaucoup plus qu'avec un gros nombre d'ingénieurs surqualifiés, mais qui ne savent pas s'organiser, qui n'ont pas la rigueur de travail qu'il faut. Alors, il faut, je pense, que pour chacun d'entre nous ici, nous défaire de cette idée que nous avons quelque chose en point par rapport aux managers américains, à l'ingénieur américain, et ainsi de suite. On a une détermination qui, je pense, est une force de caractère qui est unique dans le monde. Peut-être parce que l'histoire nous a prouvé, okay, mais je pense que se retrousser les manches là où l'occidental a déjà baissé les bras. Je pense. Étudiants, on bosse en nombre d'heures de travail, on travaille beaucoup plus que l'étudiant occidental. C'est quelque chose qu'on nous inculque dès le début. Dès le début. Je pense qu'on a cette tendance, on a une tendance naturelle à vouloir travailler fort, en tout cas à pouvoir travailler fort. On est capable. Certains d'entre nous réussissent à le faire et puis l'utilisent, mais ça fait une différence. Ça fait une différence. Vous ne pouvez pas être entrepreneur, avoir un projet que vous voulez développer en marge de votre travail de jour que vous faites de 8 à 5 le matin et vouloir dormir à 21h le soir après le journal télévisé. C'est pas possible. Il faut que vous, quand la journée est finie et que vos amis, vos collègues, eux, ils s'en vont faire du bien, il faut que vous ayez en vous le courage de dire, bon, moi je vais prendre 2 heures pour travailler sur mon business plan, que je dois travailler, tout ça. Donc je vais dormir moins, je vais arriver au boulot le lendemain un peu plus fatigué, mais il faut que vous trouviez en vous cette énergie-là. Ça fait une différence, parce qu'en toute chose, il faut être surqualifié, il faut être surpréparé. Il faut être surpréparé. Le business plan de l'entreprise ne va pas s'écrire de lui-même. Ça prend un temps supplémentaire, des heures supplémentaires, non rémunérées. Non rémunérées, parce que la rémunération, elle arrivera beaucoup plus tard. Okay? La tendance en Europe, c'est de réduire le nombre d'heures par semaine, 35 heures ceci et tout ça. Oui, dans notre système à nous, on travaille
dès qu'on commence notre carrière, qu'on a l'impression à la fonction de quoi que ce soit, on a droit à un mois de vacances. Voilà. Lui le sait, vous allez au States, vous commencez, vous avez 2 semaines. Hein. Vous avez 2 semaines, quel que soit le diplôme que vous avez, à moins que vous entrez comme DG de la compagnie, je ne sais pas quoi, mais vous avez 2 semaines. Et puis vous négociez pour avoir un jour, 3 semaines, après 5 ans d'ancienneté, et peut-être après 10 ans d'ancienneté, vous aurez un mois de vacances. C'est un peu ça la norme. Je vous dis que c'est nos amis de l'Amérique du Nord, ils bossent quand même. Okay? Ils bossent quand même, et puis 1 heure de travail, c'est 1 heure de travail. C'est pas une demi-heure de travail suivi de flâner, et ainsi de suite. Mais je reste convaincu que nous, Africains, on a la capacité de nous dépasser. Beaucoup plus. On a la capacité d'en prendre plus que la vie. On est moralement fort. C'est à cause de ça qu'on réussit à vivre dans la situation qu'on est, qui n'est pas une situation économique reluisante, mais sans avoir besoin d'antidépresseurs pour pouvoir fonctionner normalement. Hein? Ne nous voilons pas la face. Beaucoup de gens en Occident qui apparaissent apparemment normaux devant nous ne le sont qu'à cause de la prise régulière des médicaments qui leur permettent juste de penser normalement. Ce qui pour nous semble être un acquis. C'est une force de caractère, c'est une force mentale et il faut nous en servir. Okay. Bon. Où est-ce que j'en suis? Voilà. Alors, dans ce travail qui consiste à mettre sur pied un projet d'entreprise ou un projet quelconque et tout ça, il faut savoir oser. Il faut savoir se lancer dans des aventures où l'issue n'est pas totalement connue. On essaie de maîtriser un peu les risques de tout cela. Nous avons tous une formation de base et tout ça, mais il ne faut pas s'installer de manière trop confortable dans ce qu'on sait faire. Okay? Dans ce qu'on sait faire. Il y a un Chief Medical Officer de la compagnie pharmaceutique Pfizer qui dit « Never accept a job you already know how to do ». N'acceptez pas un boulot où le boulot, là, vous le connaissez de A à Z. Ok? Et elle a dit, juste après avoir été employée, là, parce qu'elle se faisait employer à un poste qui était créé au sein de la firme Pfizer. C'est-à-dire qu'avant elle, il n'y en avait pas ce Chief Medical Officer. Alors elle devait inventer ce à quoi ça correspond. Donc c'était tout un défi que son entreprise était sur elle. Okay? Alors, n'acceptez pas un boulot où, en le lisant, vous dites, mais ça, je sais tout de cela. Je vais le faire les doigts dans le nez, comme on dit, sans même avoir réfléchir. Parce que tôt ou tard, vous allez vous enfoncer dans le siège, dans la belle chaise qu'on vous offre et tout ça, et aucune innovation réelle ne suivra. C'est un peu ça, quoi. Il faut savoir prendre ce conseil aujourd'hui et l'extrapoler dans une direction, dans une autre direction et tout ça. Je veux dire, en tant que directeur d'entreprise, moi, c'est ce à quoi je m'attends des employés, des cadres d'entreprise. Il y a ce qu'on sait faire, il y a ce qu'on a toujours su faire, et puis c'est bien de voir quelqu'un qui connaît son métier, mais on est dans un monde aujourd'hui, il faut savoir innover. Il faut savoir aller un peu loin. Okay? Et je vais vous donner un exemple de cela. Moi, j'ai commencé dans une entreprise qui, elle, fabrique des prothèses auditives. C'est ces appareils que les malentendants portent à l'oreille et tout ça. C'est des petits ordinateurs, parce qu'il y a un microphone qui prend le son, comme ça, un petit microphone dedans. Ensuite, il y a un amplificateur. Et mon boulot là-bas, c'était justement, comme j'étais concepteur de microprocesseurs, c'était de concevoir la puce, le microprocesseur à l'intérieur, qui prend le son du convertisseur analogique numérique, du microphone donc, et l'amplifie, et puis peut se connecter au port USB de l'ordinateur, de sorte que le médecin, avec son logiciel, il cause avec la prothèse, il augmente les basses, les traînes et tout ça, il divise le son en 10 canaux de fréquence, bref, des algorithmes compliqués qui peuvent te prendre le son de cette salle, annuler le bruit de climatiseur par exemple, tous les bruits environnants, amplifier la parole, bref, un microprocesseur compliqué. Bon, mais c'est quand même un amplificateur de son. Alors, l'entreprise où j'étais a toujours fait ça. Depuis 1973 où elle était créée, c'était vraiment ça son domaine. Et c'est pour ça que j'étais là. Je suis arrivé pour faire cette première prothèse numérique.
Parce que l'entreprise avait déjà commis une erreur de ne pas se lancer dans le numérique. Au moment où moi j'entrais dans la boîte, cette boîte produisait 50% de toutes les prothèses, des puces, des amplificateurs de toutes les prothèses dans le monde. C'est-à-dire que vraiment, il était confortablement assis sur un marché qui semblait lui être acquis pour toujours. Sauf que, et là c'est ce qu'il faut comprendre, beaucoup de nos managers, beaucoup de vos managers vont faire des fois ce genre de... Sauf que c'était des prothèses analogiques. En 1995, il y a une autre entreprise qui sort la première prothèse numérique. Numérique, ok? Elle dit non, moi mon son qui vient du microphone, je vais le convertir en numérique. Ensuite, maintenant, je le reconvertis en analogique et puis maintenant, ça joue dans le speaker qui est de l'autre côté, calé près du techno et puis voilà. Mon entreprise dans laquelle j'étais, on a demandé au parterre d'ingénieurs qui étaient là, est-ce qu'on devrait faire une prothèse numérique? Alors, il s'est trouvé parmi ces ingénieurs, un ingénieur et le plus gradé du coin qui dit, mais non, ce n'est pas nécessaire de faire une prothèse numérique. Le numérique ne va jamais sonner aussi bon que l'analogique. Ok? C'est comme si, c'est un peu, mon analogie, c'est un peu l'industrie du disque. On avait les cassettes avant, ok? On avait les disques vinyles, et un jour le CD arrive. Est-ce que le CD va sonner mieux que le vinyle? Bon, il y a des puristes qui vont vous dire non, le vinyle avec l'aiguille qui gratte sur le truc là, ça a quelque chose vraiment non. Le CD, ce n'est qu'une reproduction d'un son qui est au départ analogique. Ils peuvent avoir raison, mais ils n'ont pas compris. C'est pas qu'à faire de lui son mieux que ça. Le truc, c'est que le CD il est plus petit, tu le ranges plus facilement. Il en prend plus, il a 74 minutes sur un CD. Il ne se gâte pas avec le temps. Enfin, il se gâte, oui, mais tu n'entends pas les tu n'as et puis en plus, tu peux l'envoyer par email à quelqu'un. C'est des petits détails comme ça qui font que le produit, fondamentalement, il a un petit plus par rapport à l'autre. Ça n'a rien à voir avec la simple. Alors, cette entreprise dans laquelle j'étais a commis l'erreur de dire nous, on ne fait pas de numérique. Mais graduellement, la part des prothèses numériques dans le marché mondial a commencé à gagner. Les gens demandaient de plus en plus numérique. Pourquoi? Parce qu'une prothèse numérique, tu peux la connecter à ton ordinateur. Comme c'est numérique, elle se connecte à l'ordinateur. L'ordinateur peut régler la prothèse, alors que les analogiques, on peut des petits tournevis pour tourner, augmenter la contrainte, augmenter les basses, etc. Tu peux télécharger des programmes de traitement de son dans la prothèse. Enlever un programme, remettre un autre, parce que c'est comme un ordinateur qui se programme et ça a ouvert une nouvelle race, un nouveau type de traitement de son. Alors, j'arrive donc dans cette entreprise en 99, vraiment c'est l'urgence. Vite, 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 concevez-nous, vraiment, en tout cas, les tendances montrent que nos clients même demandent est-ce que vous avez une prothèse numérique à nous offrir? Alors, on met sur pied une équipe, mais ça met 2-3 ans avant de finir la conception. Donc, on va jusqu'à 2002 avant de lancer notre première prothèse. Mais dites-vous que c'était trop tard. C'était trop tard parce que 2002, le marché était déjà à 60% numérique. Aujourd'hui, il est à 90% numérique. En fait, le futur de cette entreprise a été complètement scellé par cette décision d'un ingénieur qui s'est assis sur ses connaissances. Lui, c'est ça qu'il a appris à faire. Et c'est ça qu'il sait faire. Et ça a toujours marché, sa manière de faire. Et il ne voit pas pourquoi on ferait les choses autrement. On détient 50% du marché mondial. On n'a pas besoin d'innover. Nos produits sont bien. Qui a mal vu, qui a mal jugé le futur du marché en tant que tel. Alors, c'est ça qu'il faut éviter. Never accept a job you already know how to do. Il faut être prêt à faire quelque chose que tu ne sais pas faire. Que tu sais pas faire. Comme moi je suis entré avec une mission, c'est concevoir un microprocesseur. J'en ai conçu peut-être une demi-douzaine dans cette boîte. Arrivé un moment, ça ressemblait à de la routine. Parce que tu conçois un, dès que tu en as conçu un, la deuxième fois, la troisième fois, bon, il y a un peu de déjà vu là-dedans, et puis tu commences à t'emmerder un peu, tu te dis, mais il faudrait que je fasse autre chose. Alors, j'ai décidé de ne plus concevoir, mais d'aller maintenant concevoir les programmes qui roulent là-dedans. Alors, il m'a fallu donc
changé de cap. Je suis devenu concepteur d'algorithme de traitement de son. Comment prendre ce signal et puis l'enlever, l'écho, par exemple, des fois quand je parle, je sens un peu le feedback là-bas. Comment traiter le feedback dans le son pour l'enlever, et ainsi de suite, comment rendre le son truc. J'ai fait ça pendant peut-être 2 ans. Après 2 ans, je commençais à en avoir marre. Je dis, mais bon, moi, je vais maintenant concevoir les programmes au niveau machine. Je veux concevoir un assembleur. Je commençais à taper l'assembleur, vraiment le langage assembleur. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est vraiment le langage machine. C'est quand quelqu'un écrit un programme en Visual Basic ou en C, c'est ensuite traduit en assembleur. C'est l'assembleur qui véritablement s'exécute à l'intérieur du microprocesseur. Ok? Voilà. Et c'est graduellement que je me suis rendu compte que même après ça, il y avait autre chose qui m'attirait. Vraiment, l'entrepreneuriat, c'est une maladie quand on l'a un peu. Alors, je vais vers mon vice-président de l'époque et je lui dis ceci. Je lui dis, voilà, dans notre produit, nous avons un amplificateur de son. Cet amplificateur peut servir à amplifier du son. Pas nécessairement dans une hypothèse, mais je prenais un autre produit. On a besoin de traiter du son. Et comme je suis musicien, moi, musicien amateur, ok, j'ai quelques guitares, je dis, voilà, j'ai des pédales de guitare qui font des effets de réverbération, écho, flanger, ce genre d'effets-là. On peut vendre notre microprocesseur aux entreprises qui font des effets pour guitare, des effets pour instruments et tout ça. Je vais le voir et il me dit, la même compagnie me dit, oh, bon, d'accord, je vais voir ce que ça veut dire. Il prend mon projet, il me dit, 6 mois plus tard, il y a une entreprise qui vient nous voir, c'est exactement ça qu'elle a fait. Et elle me demande est-ce qu'elle peut le faire avec nous. Alors je me dis, mon idée, si on m'avait écouté, on aurait fait ce produit-là. On ne l'a pas fait, mais non, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de le faire à ma place. Soit. Alors, la fièvre de l'entrepreneuriat continuant, je vais encore vers son vice-président et je lui dis, mais on pourrait prendre notre amplificateur et puis créer un stéthoscope électronique. Oui, le stéthoscope que les médecins utilisent pour écouter les trucs cardiaques. Je dis, mais le son qui sort de la membrane acoustique ici, un micro, un amplificateur, une pile, et puis voilà, on a un stéthoscope électronique qui sonne 20 fois plus fort, qui permet aux chirurgiens cardiologues d'entendre les détails des battements du cœur, les ouvertures de la hanche, et ainsi de suite. Et alors, il s'intéresse à ça, il dit, bon, est-ce que c'est intéressant? Je commande une étude sur le stéthoscope électronique, il regarde, il dit, bon, il y a seulement 25 000 stéthoscopes électroniques qui se vendent dans le monde, non, le marché n'est pas assez costaud, tout ça, donc il laisse tomber. 6 mois plus tard, un de nos concurrents sort le design d'un stéthoscope électronique fait à partir d'un amplificateur de prothèse auditive. Alors, ça faisait 2 fois que ça faisait, et je me suis dit, mais Philippe Congo, la prochaine fois que tu as une idée, tu la boucles, et puis tu la prépares chez toi le soir, et puis tu bosses là-dessus, tu écris ton business plan, tu vas chercher des financiers, et tu sors de cette boîte tranquille. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand la troisième idée que j'ai eue, avec l'université McMaster, qui est devenue actionnaire de mon entreprise, je l'ai fait tranquillement. Et quand j'étais prêt, quand j'ai accroché mon gros partenaire qui est l'université, à ce moment, je suis venu voir, mais dans mon propre employeur, j'ai dit, bon, j'ai quelque chose, mais moi je m'en vais. Mais ce quelque chose, il te le faut parce que c'est révolutionnaire. Et ils ont investi là-dedans. Voilà, pour vous dire, il faut toujours avoir une longueur d'avance sur votre environnement. Il faut voir loin, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des oreilles ouvertes, vous avez des informations à laquelle vous avez accès, mais il faut vous en servir. Chaque petite information mise bout à bout, c'est peut-être un projet en or que vous avez ici. Ça peut ne pas convaincre les gens autour de vous, mais ça va convaincre d'autres personnes dans d'autres cercles. Alors il faut sortir de ce cercle, aller prospecter ailleurs, il y aura une oreille attentive quelque part qui va vous écouter. Et quand on vous écoute, c'est là que le vrai travail commence. Parce que là, à un moment, c'est un autre genre, vous n'êtes plus l'employé, vous êtes celui qui porte le projet. C'est un rôle totalement différent. C'est un rôle totalement différent. Par-dessus lequel, vraiment, il faut travailler dur. Okay? Il faut vous appuyer sur vos forces et connaître vos faiblesses. Okay? Beaucoup de gens ont qu'un projet. Et c'est normal, un projet c'est comme un bébé. Tu le gardes, tu es jaloux, tu ne veux pas le montrer, tu ne veux pas le partager.
Mais il y a des limites à ce genre de comportement. Vous pouvez avoir un projet qui est intéressant pour vous, et des fois, pour avoir trop travaillé sur votre projet, vous ne voyez plus véritablement les contours de la chose. Des fois, c'est important que d'autres personnes jettent un œil là-dessus pour vous dire les forces et faiblesses de votre projet. Des fois, un projet, ce que vous considérez comme un projet, un gros projet pour vous, pour d'autres, c'est un petit projet. C'est un petit projet qui ne deviendra un projet que lorsqu'il aura atteint cette dimension, soit par des financements ou par association avec d'autres projets plus grands que vous. Il faut savoir aller chercher ailleurs les autres projets qui vont venir complémenter le vôtre. Moi, j'ai couru après du financement pendant à peu près 1 an de ma vie. 1 an de ma vie sans salaire, à chercher, à essayer à convaincre la place des businessmen de ma ville de l'importance de ce projet et de vouloir investir. Mais comme c'est des vrais investisseurs, des investisseurs en série, ils font très bien leur devoir. Ils ne passent $1 sur quelque chose s'ils ne sont pas totalement convaincus de la chose. Et c'est un bon exercice. Je crois que pour l'entrepreneur, c'est une longue période de disette où le projet ne démarre pas, il ne démarre pas. Une fois, j'ai été un banquier qui savait que moi je travaillais sur un projet en particulier. Alors mon banquier me fait savoir que dans la ville, il y a un événement qui a lieu une fois chaque 3 mois, okay, où on invite des jeunes entrepreneurs pour venir présenter leur projet. Okay, et ça se fait dans un cadre vraiment relax. Hein. C'est un bar, un restaurant, et chacun tient une bière dans la main, on est relax et tout ça. Et à chaque présentateur, on donne 10 minutes maximum. Alors tu montes sur le stage et puis tu balances ta sauce. Quoi. Et puis dans la salle, il y a vraiment tout le quota des banquiers, des avocats, bref, la classe du point de la ville. Moi, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Burlington, c'est à 30 minutes de Toronto. Alors, je dis, mais comment est-ce qu'on s'habille? Il dit, non, on s'habille relax. Relax, tu viens. Alors ce jour-là, moi je suis arrivé avec j'ai mis mon t-shirt Didier Drogba, mon t-shirt orange Didier Drogba, et puis mon Bermuda, vraiment relax. Je me suis mis hyper relax, ok. Elle m'a bien dans les mains, et je suis monté sur scène, elle m'a bien dans les mains. Et mon 10 minutes, moi je l'ai utilisé jusqu'à la dernière seconde, ok. Et c'est là que ça a commencé, parce que là, dès que j'ai fini, les 2 gros investisseurs de la vie qui étaient là, ils m'ont approché. Mais même après cette approche, même après cette approche, ça a pris au moins, ça a pris un bon, comment je dirais, un bon 12 mois de bavardage par la suite pour finalement les convaincre de quoi que ce soit. Okay? C'est-à-dire que l'intérêt avait été créé lors de cette rencontre, mais après, maintenant, il faut que les choses deviennent très sérieuses. Il faut maintenant que l'on alors, donc, ce 1 an de causerie entre moi et les investisseurs potentiels, c'est 1 an pendant lequel chaque semaine tu vas faire une visite, tu vas présenter, on te pose des questions, on n'est pas sûr de tes réponses, on dit non, ok, je t'ai entendu, mais ce que tu dis, je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que c'est réaliste, je dois m'adresser à tel autre spécialiste du métier qui doit me confirmer tes chiffres et ainsi de suite. Ça finissait pas. On a fait appel à des anciens collègues à moi. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, ça variait, c'était une question les unes après les autres, les unes après les autres. Alors, il fallait que je manque vraiment de patience. Ça va donner, puisque nos amis de la télé sont là. Alors, c'est là qu'il faut comprendre que notre projet, même si nous on le considère comme étant le meilleur des projets du monde entier, de l'autre côté de la table, ce n'est pas la même vision que l'investisseur, le partenaire potentiel a. Lui, il recherche quelque chose. Okay? Moi, j'avais affaire à des gens qui maîtrisent cet art d'acheter une entreprise à un certain stade, de la faire fluctuer, d'investir $1 million et de la revendre $18 millions 2 ans plus tard.
et qu'ils maîtrisent ce processus-là, parce qu'ils ont un réseau, parce que, et ainsi de suite, et qu'ils vont bien évidemment prendre une bonne part de l'entreprise. Mais cet investissement il faut qu'il soit vraiment sécurisé. Il faut que tous les risques soient calculés. Je n'ai eu d'ouverture réelle, de financement réel, que le jour où, c'est pas exactement la même chose. Et là, mon partenaire me dit, mais vous devrez être ensemble. Ah bon? Si que vous devez être ensemble. Alors, on fait une compagnie, on l'a divisé en 3, ça fait ça comme ça. Rapidement comme ça. C'est comme si, en étant moins gourmand, en allant chercher un autre projet, en ne cachant pas mon partenaire, mon investisseur à cette autre connaissance que j'ai, mais c'est là que ça débloquait en fait. Vous voyez, certains projets sont complémentaires. Il faut savoir s'unir pour être plus fort. Okay? Vous êtes dans le transport, vous avez des camions, et les chauffeurs aussi, ils ont des syndicats. C'est chacun ensemble, on s'est j'avais dans mes mains cette petite idée d'un programme informatique qui sert à mieux amplifier le son de mes prothèses. Ce n'était que ça avait une certaine valeur. Mais dès l'instant où j'ai rajouté à cela l'autre point, ensuite 420 hectares sur l'île de l'Israël, au nord de Bruxelles, la ville. Donc au total, c'est 700 hectares. Ça a été créé par une loi de la loi 429 de l'année 2004, votée à l'unanimité au Parlement. Alors, en 2015, il y a eu l'unanimité au Parlement, ça c'est un record. Okay? Pour dire qu'au moins, je pense qu'on a été toutes les composantes politiques à cette époque-là, qui étaient d'impôts pendant 5 ans, qui passent à 1% seulement la 6e année, qui peuvent même être réduits de 50%, 0% de TVA, vous ne payez pas de TVA, vous ne collectez pas de TVA, pas de taxes des hydrocarbures, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une batterie d'avantages qui commence à véritablement attirer les entreprises. Le seul truc à payer, c'est une redevance de 2,5% du chiffre d'affaires qui est payé à Vitiv. En fait, beaucoup de gens ne comprennent pas que Vitiv, c'est une SA. Vitiv, c'est une entreprise privée. Toutes sortes sont en train de se bâtir. On a à peu près aujourd'hui une quinzaine d'entreprises en opération. En bas à gauche, JP, c'est une entreprise portugaise qui vient d'arriver il y a 3 semaines. Ils ont employé 5000 m² de terrain. Ils vont construire la première unité moderne d'assemblage d'ordinateurs. Un gros building sur 2 étages. Ils commencent les travaux le mois prochain. Ils livrent l'usine. Et en 48 heures, la carte de banque du client, ce qui n'est pas le cas actuellement aujourd'hui. Je vais ouvrir mon compte. Quand je suis arrivé ici, ça m'a pris 2 mois avant d'obtenir ma première carte de banque. Avec cette entreprise installée au Vitiv, ça fait 48 heures, pas plus que ça. Aujourd'hui, donc, nous sommes confinés dans un espace de 60 hectares, qui est l'ancienne école de formation de la CIR, dont 30 hectares de disponibles, parce qu'il y a certaines entreprises qui nous arrivent, qui, elles, ne peuvent pas se satisfaire des locaux qu'on a. Elles veulent bâtir leurs propres quartiers généraux, leurs propres installations, leurs propres usines et tout ça. Donc on a déjà de la terre disponible pour ce genre de projet. Sur nos installations, donc je disais, on a de l'espace à bureau. Le gouvernement a son data center qui est installé au Vitiv. C'est-à-dire que le réseau intranet, intergouvernemental, qui relie 35 ministères, l'Afrique aussi au Vitiv, nous avons notre data center. Nous avons un data center qui est déjà opérationnel, qui peut accueillir les équipements informatiques des banques, qui aujourd'hui malheureusement font le choix d'héberger leurs serveurs abandonnés pour l'Europe, alors qu'il existe une solution ici à l'instant, dans un environnement sécurisé, avec l'équipement incendie, vidéosurveillance, accès biométrique, température régulée, avec un groupe électrogène de 1050 kVA qui a vu si on est capable d'augmenter la vie des passages. Okay? Donc, redondance électrique, l'électricité est régulée, elle est de bonne qualité. Bref, à l'intérieur de cette salle, il y a la fibre optique d'Orange qui arrive, il y a la fibre optique de MTN qui est en train d'arriver, il y a une super connexion VSA qui va se trouver là-dessus. Il n'y a aucune salle dans la Côte d'Ivoire qui a ces caractéristiques. Vous pouvez arriver, vous déposez votre serveur et vous avez ce genre de connexion-là. Si la fibre d'Orange casse, vous avez la fibre de MTN. Si la fibre de MTN casse, vous avez encore une connexion VSA par-dessus. Ce genre de redondance, ça n'existe nulle part. À part, bien sûr, les data centers des opérateurs. Mais l'opérateur privé qui détient telle salle, ce n'est pas le cas. Donc, dans cette salle, nous vendons la superficie, nous vendons l'espace. Vous pouvez louer un rack, faire des miracles, un quart de rack, juste une unité, 2 unités, comme vous voulez. Il y a une tarification selon
selon vos besoins. Il y a un centre hôtelier parce que c'était une ancienne école supérieure. Okay. Projet futur à venir avec l'aide de VT, la zone franche de Grand-Bassam. Alors, c'est quoi vous avez exposé? Je vais essayer de partager un peu mon humble parcours d'entrepreneur et puis partager avec mes concitoyens ce que je considère comme étant les éléments fondamentaux d'une démarche entrepreneuriale, les défis qui se présentent et puis comment les aborder parce qu'effectivement nous avons un projet en zone franche de créer un centre d'incubation que nous allons lancer très bientôt. Donc aujourd'hui c'était une plateforme idéale pour échanger sur ce genre de sujet. Alors vous qui avez une longue expérience de l'entrepreneuriat, quels sont les conseils que vous donnez à ceux qui veulent, n'est-ce pas, embrasser la notion d'entreprise? D'abord, il faut savoir se connaître. Il faut savoir se connaître. Quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Il faut savoir s'allier avec les bons professionnels autour de nous, les bons entrepreneurs, les bons partenaires. La langue anglaise, bien évidemment, il faut la maîtriser, surtout si le marché que l'on veut conquérir est anglophone, ce qui fut mon cas. S'appuyer sur une innovation récurrente. Il faut toujours se réinventer. Il ne faut pas s'asseoir confortablement dans ce qu'on sait faire. Il faut savoir oser et puis se lancer dans un marché sur la base d'idées innovantes. Alors l'initiative de l'ONG, qu'est-ce que vous en pensez de j'ai été très ravi. Moi, j'attendais effectivement une telle plateforme. Ça m'a surpris quand on m'a envoyé cette invitation, mais ça coïncidait totalement avec ce que j'avais pour projet de faire. Je cherchais une plateforme pour partager en tout cas avec des jeunes chercheurs, des étudiants, mes concitoyens en tout cas, ces idées que moi j'ai et puis échanger avec eux et puis apprendre d'eux aussi, parce que c'est d'abord et avant tout un échange. Alors, il y a des entreprises qui sont là certainement. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Mon appel va être celui du directeur général de VT, il va savoir que nous avons de l'espace, nous avons des espaces bureaux, nous avons des terrains pour accueillir des entreprises dans le domaine des NTIC et de la biotechnologie. C'est un projet qui a mis du temps à démarrer, mais aujourd'hui nous sommes vraiment au redémarrage. Nous accueillons des entreprises à un rythme effréné d'à peu près une chaque mois et il faut que ce rythme-là se maintienne. Nous misons sur la qualité, ça il faut le dire. Nous n'accueillons pas tout le monde, mais nous misons sur la qualité. Nous avons un processus d'analyse très strict des demandes d'agrément et on a bon espoir qu'à ce rythme-là, en tout cas, la zone franche devienne le parc technologique que les fondateurs ont voulu qu'elle soit.